coproductrice avec la ville de Petit Canal du festival. Quelles sont tes formations? Alors, j'ai une licence sciences de l'information et de la communication. Voilà. Et j'ai créé mon entreprise quand j'ai commencé ma licence, donc voilà, j'ai arrêté. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de travailler dans la communication? Ce qui m'intéresse dans la communication, c'est... ce qui m'intéressait, moi, c'était de pouvoir partager quelque chose avec les gens. Voilà. Pas forcément être dans le matu vu, dans le flashy, mais de pouvoir expliquer les choses. Quelles sont tes expériences dans le domaine? Mon métier a quand même un peu évolué. C'est-à-dire qu'au-delà de juste la communication, c'est-à-dire de prévoir un plan média, une stratégie de communication, je travaille beaucoup avec des collectivités sur la mise en place de projets de territoire. Et mon rôle, enfin ma plus-value, c'est que je fais de la concertation. J'essaie de trouver avec les personnes concernées par leur projet, que ce soit les donneurs d'ordre, les bénéficiaires ultimes, quels sont leurs besoins afin que le projet puisse correspondre non pas à une volonté politique, étatique ou autre, mais puisse correspondre concrètement au territoire, puisque tous les territoires ont leurs spécificités. Quand ton aventure entrepreneuriale a-t-elle commencé? Alors, je crois que j'ai toujours su que je ferais une profession libérale. Au départ, je m'imaginais avocate. Mon aventure entrepreneuriale a commencé quand j'étais en licence, où j'ai créé ma première entreprise à ce moment-là. J'avais l'ambition de créer tout ce qui était foire et salon événementiel professionnel. D'ailleurs, mon dernier devoir de licence, c'est le premier événement de mon entreprise. C'était le premier forum des communicants de Guadeloupe. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas de Facebook. Voilà, donc j'ai commencé avant toutes ces choses-là. Donc expliquer aux entreprises quel était l'intérêt de communiquer et pas de communiquer dans tous les sens inutilement en perdant de l'argent. Et d'ailleurs ça a été une très belle opportunité qui m'a permis de collaborer avec des gens comme Véronique Poloma, comme Ghislaine Nonga, avec le club des communicants de Guadeloupe. Voilà. Et est-ce difficile d'être entrepreneuse en Guadeloupe? Je n'ai jamais entrepris ailleurs parce que j'ai aucune envie d'entreprendre ailleurs. Quand j'ai habité Paris, j'avais aucune espèce d'envie d'entreprendre dans ce pays-là. parce que peut-être aussi parce qu'ici, la Guadeloupe me donne envie de créer des choses et de pourvoir aux besoins qui n'existent pas encore. Donc voilà. Maintenant, c'est compliqué d'être une femme, oui, dans ce milieu-là. C'est compliqué d'être une jeune femme. Alors, de plus en plus, on est plusieurs femmes dans des réunions, mais quand j'ai commencé, j'étais souvent et la Benjamine et souvent la seule femme dans des réunions. Donc, ça demande de devoir quand même un petit peu batailler parfois. Si on parlait de ton entreprise Nia, quand a-t-elle débuté et... Déjà, pourquoi Nia? Nia, ça vient du Swahili N-Y-A, qui veut dire l'objectif, le but en Swahili. C'est un mot qu'on retrouve en Afrique qui a beaucoup de sens. Il y a un fleuve qui s'appelle Nia au Tchad. Dans certaines communautés près du Tchad d'ailleurs, quand on met Nia à côté de femme ou à côté d'homme, ça veut dire homme ou femme complet. En arabe, j'ai découvert que Nia, N2Y-A, veut dire celle qui fait confiance à la vie. Très jeune, j'avais 25 ans. Ça correspondait quelque part à l'ambition que j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire de ne pas être dans une vision de la Guadeloupe. On ne peut rien faire en Guadeloupe, la mentalité des gens nous empêche de faire, on ne peut pas faire. Et plus d'être dans quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on veut faire, il manque ça, allons-y, on le fait quoi. Donc c'était vraiment plus à cette optique-là et pour ça que ça collait concrètement avec l'ambition qu'on avait. Si on parlait maintenant du festival Héritage, d'où est venue cette idée de créer un festival de commémoration de l'abolition de l'esclavage? Le festival naît d'une collaboration avec la ville de Petit Canal, avec qui on a travaillé sur un plan, sur une stratégie de développement touristique, en fait d'attractivité du territoire. Parce que Petit Canal a été pendant longtemps un territoire qui n'a pas beaucoup bougé. Le slogan d'avant c'était la porte du Nord, donc les gens passent à Petit Canal pour aller à Port-Louis, ils passent pour Anse-Bertrand. Mais ça s'arrête pas. Mais ils ne s'arrêtent pas. Donc la collectivité a tout de suite marqué le coup en changeant par exemple les blasons de la ville avec un nouveau slogan qui est le carrefour de l'histoire. Et les atouts de Petit Canal, c'est que c'est un territoire qui est très marqué par l'histoire de l'industrie sucrière, qui a encore beaucoup de vestiges, qui a encore beaucoup de choses à faire découvrir, qui est la seule commune de Guadeloupe avec 2 mers qui bordent. Donc c'est vraiment une collectivité qui n'a pas peur, qui n'a pas eu peur. De ce premier travail-là, en 2015, ils m'ont demandé de proposer quelque chose pour le 27 mai. Et donc on était parti sur un concert. Du concert, on a fait toute une journée. Et quand c'est fini, je leur ai dit, bon, ce qu'on a fait là, ça s'appelle un festival.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Et depuis, le festival existe avec la ville de Petit Canal, avec cette idée-là de valoriser véritablement le terroir de Guadeloupe et les vestiges de Petit Canal. Qu'est-ce qui fait la touche d'originalité de Héritage? Qu'est-ce qui le différencie des autres concerts? Ce qui différencie Héritage, déjà il y a la thématique, clairement, puisque c'est une thématique qui est affirmée. On demande clairement aux artistes, quand on les contacte, quand ils nous contactent, de chanter des choses qui sont en rapport avec la thématique, par respect déjà pour la date et pour ceux qui y travaillent et ce à quoi ça correspond. Mais c'est aussi un festival qui met en avant et qui donne les moyens de la création artistique, qui permet à des artistes de pouvoir prendre le temps de créer, de ne pas juste être dans une vision mercantile, c'est-à-dire qu'il faut que je chante uniquement ce que les gens connaissent sur mon CD, ou il faut que je chante des choses qui vont passer à la radio, voilà. Donc c'est vraiment dans un esprit où les gens sont en capacité de proposer, de promouvoir, de créer et surtout de prendre le temps de s'interroger autour de son histoire. Donc c'est vraiment quelque chose de très différent par rapport aux autres. Là, les artistes, on leur propose des challenges en fait. Par exemple, même si en dehors de la résidence qui va donner le concert Héritage, Dimitri Paul, Meyer Bourrois et Kathy Williams ont une demande qui est particulière parce que la thématique c'est K. Même si ce sont des jeunes qui correspondent déjà à la philosophie du festival. Donc c'est vraiment un festival qui propose quelque chose d'inédit. Pourquoi avoir mélangé devoir de mémoire avec la commémoration de l'abolition de l'esclavage et les musiques à travers les concerts? La date qui propose ça parce que pour nous, la mémoire vit pas seulement dans les livres. La mémoire ne vit pas uniquement dans les livres, ne vit pas uniquement dans les apprentissages à l'école ou autre chose. La mémoire, elle vit dans nos gestes au quotidien. Dans les danses, elle vit dans ce qu'on mange, de comment on mange, de comment les mères traitent les enfants ici, de comment on éduque nos familles, enfin voilà. On ne peut pas scinder en fait quelque part ça. C'est pas quelque chose d'hermétique qu'on met sur le côté, c'est vraiment quelque chose qu'on vit tous les jours, la mémoire. Depuis 5 ans, le festival Héritage se déroule sur le site des Marches des Esclaves. Était-ce symbolique de choisir ce lieu? C'est le lieu qui fait qu'il y a le festival. C'est-à-dire que chaque année, même avant cette municipalité et même avant les volontés politiques, les gens se sont toujours réunis à cet endroit-là. Alors même s'il y a beaucoup d'histoires qui circulent autour des marches, puisqu'on n'a pas de document papier écrit qui explique véritablement son histoire, c'est vraiment un monument qui dit à quel point les Guadeloupéens ont voulu se réapproprier leur territoire. Ils ont voulu se réapproprier leur histoire et la faire connaître. Cette année, le thème c'est K. Chez nous, le terme K a plusieurs significations. On connaît le K, le tambour, la musique. Donc parlons en détail de ce thème. Donc, nous, on a voulu parler de K pour les tambours, évidemment, pour le gros K. Parce que depuis qu'on fait le festival, on se rend bien compte qu'il y a une vraie histoire de résistance et de lutte. Et on s'est rendu compte depuis qu'on fait le festival qu'il y a une donnée qui est là à chaque fois, c'est vraiment le cas. Quand on parle des grandes grèves qui ont donné les 40%, qui ont fait que les ouvriers agricoles ont pu avoir de meilleures conditions, il y a du gros cas. Quand on parle de sauvegarde du créole, quand on parle de toutes ces choses-là, le gros cas, le créole et les luttes sont liées toutes les trois ensemble et on les retrouve tout le temps. Donc, il ne s'agit pas pour nous de faire un festival du gros cabis qui existe déjà, mais de prendre le temps de comprendre l'impact que peut avoir la musique et pourquoi elle nous tient à cœur et pourquoi c'est viscéral quand on parle de gros cas. On a bien vu les polémiques avec M. Ladrézo. L'idée c'est vraiment de comprendre pourquoi ça nous touche autant, quelle est cette représentation que nous avons du gros. La deuxième chose, c'est que le K, ça veut dire aussi, en égyptien ancien, âme. Nous on a voulu parler de spiritualité, parce que chaque fois que la Toussaint arrive, chaque fois que Pâques arrive, chaque fois qu'il y a des processions chemin de croix, on a toujours les mêmes questionnements qui se disent, mais pourquoi les Guadeloupéens sont les descendants d'esclaves, pourquoi encore? Nous, ça nous intéressait de nous poser la question, de comprendre aussi quel est l'impact de l'Église, de comprendre que l'Église aussi a changé au cours des siècles. Quand je dis qu'elle a changé, ce sont des hommes qui ont eu, qui ont Père Chérubin Céleste qui a fait des grèves, il y en a d'autres qui ont été moins ouverts, qui a eu des soubresauts. Au-delà de ça, il y a l'indianité qui arrive aussi, il y a aussi les résurgences des croyances africaines. C'est des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est tout ce syncrétisme-là qui fait que, et qui peut expliquer qu'on soit aussi croyant quelque part, et que peut-être que c'est remplacer un Dieu par un autre, et qu'il ne s'agit pas d'une allégeance au Vatican, mais bien plus d'une explication spirituelle que les gens trouvent dans leur vie. Donc l'idée c'est vraiment de se poser la question dans nos sociétés, quel est l'impact de chacune de ces composantes-là. Et le dernier cas qui nous tenait à cœur, c'est celui qui fait référence à la phrase de Frantz Fanon,
découvrir sa mission, la remplir ou la trahir, et se poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour valoriser nos héritages. Donc, quelles seront les activités proposées, les artistes qui se produiront sur scène? On volé dans le festival. Donc déjà, on a rendez-vous le 23 pour le lancement du festival. 25, 26 et 27, on a un village qui a été vraiment très très bien construit avec Valérie Vidal, qui est collaboratrice, qui fait un véritable travail pour pouvoir proposer des activités qui soient en cohérence avec la thématique. Toute la journée du 25 est vraiment pensée pour les enfants, qui puissent découvrir nos arts traditionnels, avec des calebasses, avec des vanouilles, avec des choses comme ça. L'idée, c'est que les gens puissent toucher du doigt cette mémoire dont on parle, en découvrant un certain nombre d'activités, de jardin créole, de plantes médicinales. Et la nouveauté cette année, c'est que Myriam Maxo va designer le village et donc va véritablement le mettre en forme et le mettre en scène suivant sa vision. Ceux qui ne la connaissent pas, Myriam Maxo est une Guadeloupéenne d'origine, qui commence vraiment à faire son nom. Alors au-delà du doudou qu'elle a fait pour Beyoncé, elle est connue pour son Teddy Bears. Voilà, pour son Teddy Bears, mais c'est vraiment une designer d'intérieur qui a par exemple fait la décoration de la station Rosa Parks quand elle a été ouverte, à qui Vitel a demandé des éléments de graphisme et de communication. C'est vraiment une jeune artiste de Guadeloupe, talentueuse et sérieuse, qui a vraiment beaucoup de choses à proposer. Pour finir, sur le village, on a vraiment pendant 3 jours des conférences, des échanges, des débats, des beaux cantages. Et après, sur scène, on a le 25 un grand lait rose au fond d'Alca, parce que c'est important pour nous d'aller au fond d'Alca, qui est un peu l'endroit... Qui est un petit canal aussi. Voilà, qui est un peu le mémorial un peu des tambours, qui est issu d'un projet que le CIPM portait, qui est un village des arts du Sud qu'il voulait faire là, après engageant qui pourront arriver à le faire, mais c'est vraiment, ça montre vraiment que quand des gens ont une vision, ça peut vraiment porter ses fruits. Et pour finir, on a le concert le 26, donc avec la scène authentique, avec les artistes qui proposent leur répertoire, et la scène héritage avec des artistes qu'on va mettre en résidence pendant une semaine pour créer autour du festival. Cette année, donc Héritage souffle ses 5 bougies. Oui. Quel est ton meilleur souvenir ou ton pire souvenir depuis cette création? Oh, il y en a plein de meilleurs souvenirs. Je crois que je me suis dit ça marche, c'est quand Dominique Coco prend Chimère au moins 3 fois à la première édition du Festival Héritage et qu'on voit qu'il y a une vraie communion entre le public et les chanteurs et les artistes qui sont là sur scène. Il y a aussi Paul Beaubrun qui a eu un problème de visa, qui n'a pas pu faire la résidence, mais Akio avait préparé les choses de façon extraordinaire et excellente. Le seul moment où ils ont joué ensemble avant le festival, c'est pendant la balance, c'est-à-dire que la balance a servi de répétition. Et le soir du concert, il y a une magie pas possible. Et personne dans le public n'a suivi que le jeune homme est arrivé la veille à midi pour chanter. Et il a donné tout son maximum. Et là, ça prouve vraiment que nos musiciens sont forts, savent jouer, savent s'adapter, savent travailler d'autres titres. Et ça donne vraiment des choses magiques. Alors le pire, oh il y en a eu. Je sais pas, j'ai pas envie de me souvenir aussi pire non plus, mais il y a eu quelques couacs, ça arrive quelquefois, mais après, par exemple, on a eu une année où on avait convié au biscuit, ça n'a pas pu se faire pour de multiples raisons. On a perdu plein de sous par rapport à ça, mais pour le coup, la magie a eu lieu quand même. Les artistes qui étaient là, voilà, et le public est venu quand même. Preuve étant que c'est pas juste la tête d'affiche qui fait si les gens viennent au festival, mais c'est vraiment le moment à passer en famille qui fait qu'ils viennent. Et comment vois-tu l'avenir de ce festival? Alors moi j'aimerais bien, alors l'avenir pour moi, l'objectif en tout cas pour moi, c'est que le festival soit connu dans la diaspora comme le moment, l'endroit, l'espace où on peut venir parler de son histoire. Qu'on soit afro-descendant ou même qu'on soit de toutes les terres qui ont été colonisées. Donc ça peut venir aussi des personnes qui ne sont pas forcément noires. Tous ceux qui s'intéressent de pouvoir parler de cette histoire-là, de voir, pour moi, on a une culture qui est géniale. Elle est tellement hybride, il y a tellement de choses dans cette culture-là qu'on est en capacité de s'adapter partout. On n'est pas rigide, on peut aller vivre. Voilà, on a des jeunes qui vivent au Japon, qui excellent partout dans le monde. Et les autres qui ont vécu les mêmes histoires que nous ont des histoires qui sont différentes et aussi des cultures hybrides et ont des choses à nous apporter. Donc l'objectif pour moi c'est qu'on arrive avec cette diaspora, cette génération qui est comme nous. Quand je vais en Haïti, moi je regarde les jeunes, ils ont des locks,
ils sont wax. Je vais en Afrique du Sud, les jeunes ont des locks, ils sont wax. On va à Paris quand on a des événements d'Etophie. On est dans ces trucs-là où on se réapproprie une vision, où on se réapproprie notre esthétique, où on se réapproprie un certain nombre de choses. Il y a aussi des jeunes, il faut le dire, blancs qui aussi sortent d'une certaine vision du monde universel où on pense tous pareil, la même chose, et qui se disent qu'il y a d'autres choses à apprendre avec le reste du monde. Donc clairement, notre objectif c'est ça, c'est que les gens se disent il y a quelque chose à vivre, eh ben, je viens le vivre en Guadeloupe. Voilà. Eh ben, notre objectif c'est ça, c'est d'arriver à cette vision-là. Voilà. Que les gens viennent ici pour cela et que nous on puisse grossir aussi et apporter au reste du monde des choses. En tant que femme et chef d'entreprise, quels seraient tes conseils pour la jeunesse antillaise qui souhaite entreprendre? Le conseil, c'est de se débarrasser de tout ce qui est peur. Parce que quand on crée, on se fait peur, on a déjà assez peur de se lancer. Mais la deuxième chose, c'est au lieu de se dire que c'est parce qu'on est en Guadeloupe que c'est compliqué, de se dire que c'est compliqué partout ailleurs et d'y aller. Il y a des solutions. Moi, souvent les gens retiennent, des fois il y a eu des bâtons dans les roues, les gens ont pris du temps, n'ont pas répondu. Depuis que j'ai créé, ça fait 13 ans maintenant que je suis chef d'entreprise, ça fait 13 ans que je rencontre surtout, essentiellement des gens qui ont envie que ce pays-là avance et quand le projet se fait, ont envie de le faire. Donc si vous avez des blocages, trouvez la personne qui va faire en sorte que ça fonctionne. Et de ne pas rester dans une vision de c'est parce que c'est en Guadeloupe que ça ne marche pas. Vous aurez des bâtons dans les roues en France aussi. Vous voyez la difficulté que c'est aujourd'hui de trouver un logement ou de pouvoir avoir un prêt à la banque. Chaque endroit a ses difficultés, il faut juste les repérer, de ne pas avoir peur. Et même en étant femme, de ne pas avoir peur non plus de se lancer, d'y aller, quelles que soient les propositions malvenues qui pourraient arriver. Ça arrive, mais c'est à nous d'être aussi fortes quelque part, de pouvoir recadrer et d'avancer quelque part. Et de ne pas se laisser enferrer dans des situations pas possibles. Mais je dis c'est totalement possible et de ne pas avoir peur de l'ouvrir, de dire ce qu'il y a à dire. Bon, parfois ça peut porter préjudice avec des gens qui ne sont pas contents ou autre chose, hein, mais pour le coup, au final, on retient qu'il y a quelque chose sous les cheveux, il y a un cerveau en dessous, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui veulent faire des choses et qui veulent y arriver, il y a une volonté. Alors ça tombe parfois, quand on a une grande gueule, ça tombe dans les bonnes oreilles pour faire avancer les choses. Mais d'oublier la peur, d'oublier de... Il y a qui en Guadeloupe pour voir ça, non. Aller dans d'autres pays, visiter d'autres pays, vérifier les problèmes aussi. Il n'y a aucun pays où tout est parfait, il n'y a aucun pays où tout fonctionne. Voilà, il y a des facilités, il y a des gens qui fonctionnent différemment. C'est à nous de comprendre quelles sont les difficultés qu'on a ici et s'il y en a, d'aller résoudre pour les générations futures. Voilà.